Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya... Très heureux de vous savoir montré devant vos postes téléviseurs pour suivre ces nouveaux magazines dénommés Autopsie du savoir. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Maître Pépin Guillaume Manjolo, ministre de la coopération internationale, intégration régionale, la francophonie. Il est aussi penseur et essayiste en philosophie. Maître Guillaume Manjolo, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Ma Nation, Dans les ventres du désespoir, L'homme et sa structure, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Maître Guillaume Manjolo, parlez-nous de vos ouvrages et dites-nous quel est ce fil conducteur. Merci déjà pour l'invitation. Parler des ouvrages comme ça de manière aussi brute, c'est pas forcément évident. Mais je recommande, si vous avez le temps, de regarder un peu ce que M. Eric Guinness a fait comme travail sur mes ouvrages. C'est un peu plus dégagé, c'est moins subjectif, dans la mesure où c'est un philosophe, c'est un occidental qui a un regard assez particulier sur la RDC. Il a écrit beaucoup sur le Katanga et il est aussi ethnologue et critique littéraire qui a parlé de mes textes. J'étais moi-même surpris. En fait, mes textes, puisque c'est en philo-politique d'une part et d'autre part sur la sociologie, les tout premiers, qui est le texte fondateur, Ma Nation, j'ai essayé de pouvoir mettre en perspective les structures d'une nation. Pourquoi est-ce que la RDC peut-elle être appelée nation? En grandissant, je n'avais pas des précisions sur cette nomenclature en ce qui me concernait directement. Ce qui fait que j'y ai travaillé longuement. Et au terme du processus d'évaluation et d'appréciation, il s'est avéré qu'effectivement la RDC était une nation parce qu'il y avait des piliers qui composaient la nation, entre autres les souffrances communes, la même cosmogonie, la volonté de vivre ensemble, qui fait d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à démanteler la RDC parce que cette volonté est très ancrée en nous. Les souffrances communes, c'est notamment les mains coupées, et puis actuellement dans la partie Est, ce qui s'y passe depuis 1996 à peu près. Donc il y avait là les fondations réelles d'une nation, nous sommes une nation. Bon, maintenant, son fonctionnement, qu'est-ce qu'il faut? C'est pour ça qu'il y a un deuxième texte qui s'appelle L'homme et la structure, qui présente maintenant la manière dont moi j'espérais que cet État, cette nation fonctionne. Mais entre les deux, il y a une sorte de respiration intellectuelle, une sorte de récréation intellectuelle qui a fait que, bon, le travail en hauteur nécessite de temps en temps, puisque les ailes font mal, comme tous les grands oiseaux, l'envergure, permettant d'aller en hauteur, en même temps il faut se reposer. Et pendant cette période de repos, j'ai pensé à un texte, j'ai construit un texte dans les ventres du désespoir, qui est une sorte en fait, d'interrogation sur l'âme humaine. C'est quand même un lien assez particulier avec un auteur que j'aime beaucoup, qui m'a façonné, qui est Dostoïevski, c'est un russe. Et j'ai cette tendance à aller chercher un peu ce qui était dans l'âme humaine, ce qu'elle présentait exactement, son côté sombre, son côté lumineux, sa mise en perspective, et sa participation à la société, sa spiritualité, je parle ici des humains, et toutes ces choses-là étaient ramassées dans ces petits textes, ces tout petits textes, qui a trouvé écho, malheureusement, comme d'habitude, chez les étrangers, ce qui fait que
Wallonie-Bruxelles lui a réservé un accueil extraordinaire. On lui a même confectionné une pièce de théâtre pour tous ces textes-là. Et les tout derniers, donc je dis qu'entre Ma Nation et L'Homme et la Structure, il y a eu dans les banques de l'espoir, mais juste après L'Homme et la Structure, il y a La révolte métaphysique d'un jeune Congolais et Dialogue et ajustement raisonnable. Et ça, c'est une fresque particulière qui est très philosophique, mais en même temps poétique. Et les échanges entre un père et un fils, donc ça c'est le style que j'ai utilisé, épistolaire, où le père envoie de correspondance à son fils qui est en ville, qui est parti en ville pour devenir quelqu'un, après une éducation très stricte, très ordonnée, très traditionnelle, mais en même temps très pointue en termes de connaissances, parce que le père n'avait investi dans rien d'autre que dans les livres. C'est quelqu'un qui a appris par lui-même, qui connaissait énormément de choses, qui avait à la fois, qui vivait l'alliance ou l'alliage entre la profondeur de la culture africaine, toute cette sagesse extraordinaire, et la culture occidentale, qui finalement se recroise parce que si on parle du principe que la culture occidentale est puisée globalement dans la culture égyptienne antique et africaine en général, ce qui fait que c'est les retours normaux des choses, en fait. Et les pères ont tenté de pouvoir forger son enfant dans cet environnement-là. Donc, arrivant en ville, ces derniers, dont je parle de Wabia, ils se trouvent dans une société complètement dénaturée, qui a perdu des repères, qui n'a plus de base, qui flotte, et mais en même temps, il est un peu perdu parce qu'il pensait pouvoir gérer cette société ou participer à sa gestion utile, mais malheureusement c'était difficile parce que tout simplement les gens étaient peut-être trop tordus, ce qu'il appelle les chiens errants, c'est-à-dire que la fête, les honneurs liés au positionnement, à la célébrité, donc c'est impossible d'apprivoiser aussi facilement cette cité. Et alors il s'est mis en devoir de chercher des jeunes qui n'étaient pas encore corrompus pour former avec eux cette milice, je dirais pas, mais plutôt ces corps de volontaires, des révolutionnaires, pour marcher sur Kinshasa, expliquer, répandre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle étant ici la tradition, la sagesse, la raison sans cesse. Voilà un peu globalement mes textes, à quoi ça tient, ou quels sont les fils communautaires reçus là. Et tout se tient en fait entre un texte et un autre, tout se tient parce que l'homme qui doit devoir gérer la cité est censé avoir une âme, un comportement, et une origine, et un chemin en fait. Et cet homme-là, donc je l'étudie, avant de lui proposer de gérer la cité. Donc c'est un peu ça, l'ensemble de mes œuvres. Et là, je suis en train de travailler sur une interpellation particulière d'un sage, mi-dieu, mi-homme, mi-esprit, qui s'appelle Mtsombo. C'est une prononciation de chez moi, de Louisa Lekabelisi. Et chaque matin, il lance une sorte de fatwa, qu'on appellerait, fatwa d'une façon un peu exagérée. C'est plutôt des aphorismes au sens nietzschéen du terme, et qu'on peut expliquer chaque matin. Il donne des conseils à la cité. Il fait passer ci, fait passer là, et puis toujours se rappelle, vous êtes des descendants des mêmes couplets, il y a un comportement à adopter, cette terre vous appartient, il faut faire attention. Dieu est d'abord congolais, parce qu'il n'y a aucune terre sur cette planète, il n'y a aucun pays sur cette planète qui a autant de potentiel que la RDC. Il vous a tout donné. Pour bénéficier d'un don aussi énorme, c'est que ces dieux-là doivent être congolais. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas chez eux même une goutte d'eau traverser leur parcelle, alors que nous, on a l'eau à foison, les forêts à foison. Donc la flore et la faune, c'est exagéré quelque part, même si, bon, c'est jamais exagéré. Les minerais, comme j'ai tendance à le dire chaque fois, ont explosé les tableaux de Mendeleïev. Donc on est au-delà de toutes les espérances en termes de potentiel et de richesses qu'on peut mettre à la disposition d'un peuple. On a tout ça. Alors on ne peut avoir ça qu'un peuple élu. Nous sommes les premiers peuples élus de la planète. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir
régir ou gérer tout ça. C'est l'absence de la maîtrise de la raison. Nous sommes un peu comme ces enfants d'Israël qui étaient perdus complètement, alors que bon, ils avaient tous ces messages intéressants, mais ils n'ont pas pu les appréhender assez tôt. Et qui ont comme ça vogué dans le désert pendant des années. Puisqu'il y a des personnes comme Moudimbe, comme Ngal, comme Kamana, et bien d'autres qui vous appellent, qui vous interpellent sans cesse. Voilà, mon ami Kamana dit toujours que nous sommes ce pays des commencements. C'est vrai que nous sommes ce pays des commencements. Ces pays, les osselets du Chambo, point de départ des mathématiques. Mais ces pays aussi de beaucoup de souffrances et des rebondissements sans cesse, des renaissances, de la régénérescence. Même si nous avons des dégénérescences sans cesse, mais nous savons aussi nous régénérer sans cesse. On a aussi cette capacité-là. Et mon travail, c'est tout le temps rappeler à cette raison-là. Peut-être ça prendra un jour. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité, puisque vous parliez de mes fonctions, de pouvoir allier à la fois, et la question qui m'a été posée, terrible, une question quasi définitive, en disant, maintenant vous êtes aux responsabilités. Vous avez proposé des solutions, maintenant vous y êtes. N'allez-vous pas sombrer comme les autres dans cet environnement qui souvent est insalubre et hostile à l'intelligence et à la mise en œuvre de toutes les théories, enfin des meilleures théories. C'est une question capitale et en même temps qui m'interpelle sans cesse, qui m'interroge sans cesse. Eh bien, en parlant de Ma Nation, votre livre, le premier que vous avez écrit, c'était quoi la révolution conservatrice de ces... Ah oui, la révolution conservatrice, c'est une idéologie qui date de la République de Weimar, mais que je retrouve au fait, parce que je vais dire ici les retours naturels aux choses, c'est-à-dire ce qui peut nous appartenir aujourd'hui, peut partir ailleurs, et être amendé, amélioré, ça nous revient. Hein, c'est un peu comme l'histoire des minerais, ça sort de la RDC, c'est dans son minerai, ça part, c'est transformé, et puis ça revient chez nous sous une autre forme. Mais bon, c'est un peu différent, parce que les idées sont des idées, les matériaux, les matières ou les minerais, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est pour dire que la révolution conservatrice, le point de départ, je dis bien, c'est l'Allemagne de Weimar. Il y a un mouvement de jeunes gens qui a pensé à ça en disant qu'ils voulaient rester fondamentalement allemands. C'est le concept antique du pan-germanisme, de la Prusse, tout en acceptant la révolution industrielle. Je pense que si aujourd'hui on doit parler des pays qui sont arc-boutés sur la révolution conservatrice, on parlait d'un pays comme la Chine, comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme les Corées en général, parce qu'ils sont restés dans leur tradition fondamentalement, tout en se révolutionnant sur la technicité, la technique, hein, comme le dit Oswald Spengler. Mais en même temps, la tradition elle-même, il y a des éléments de la tradition qui doivent être éliminés parce que ça ne sert pas à la promotion de l'homme ou de ce qu'on est, ou ça réduit l'homme, ou ça les ramène à un niveau beaucoup plus bas, ça ne le fait pas évoluer. Par exemple, si dans une société la place de la femme et la nôtre au niveau de la RDC, la place des femmes était très importante, elle a été réduite largement. Parce que les gens confondent. Nous avions une société complètement matriarcale. Mais avec l'avènement de la religion chrétienne, on a soumis la femme. Parce qu'on a adopté un modèle qui n'était pas forcément le nôtre. Si vous regardez très bien, toutes les sociétés, la transmission était matriarcale. Et du pouvoir, j'entends bien ici, c'est parce qu'on partait du principe de l'ossature, la famille, c'était la femme, et pas l'homme. Donc, toutes ces choses-là ont été dénaturées. Ce qui fait que si on doit faire la révolution conservatrice, il faut qu'on revienne à ce mode-là, qui fait d'ailleurs que depuis nos tourments des années 80,
fin des années 90 à aujourd'hui, les socles de la société congolaise a été la femme. Dans cette économie informelle sans cesse, c'est la femme qui gère. C'est la femme qui permet à ce que les enfants aient à manger, à boire, tout ça, par des moyens propres et passe d'une classe à l'autre. Globalement, c'est la femme. L'homme a été peu perdu, quelque part on dirait même qu'il est défroqué tellement qu'il n'a plus cette responsabilité-là. Parce que c'était une responsabilité administrative, aller au travail et revenir à tout ça. Mais quand il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus rien du tout, on s'est adossé maintenant sur la maman. Voyez-vous. Mais si les réflexes de la maman étaient assez directs, c'est parce que c'est un réflexe quasi génétique qui remonte les temps. Parce que la place de la femme dans une société était importante. Donc voilà un peu c'est qu'on peut attendre la révolution conservatrice, c'est cette idée particulière de rester ancré dans la tradition, dans ses origines réelles, tout en modernisant son environnement, mais on peut modifier aussi cette tradition si elle n'est pas en adéquation avec l'actualité, par exemple. Si elle est complètement en déphasage avec l'actualité. C'est-à-dire, lorsqu'on a des rites qui consistent à pouvoir... Il y a des rites là, plutôt chez nous, il n'y a pas ça. Mais il fut un temps, par exemple, il y avait des rites du genre à aiguiser les dents. Dans certaines tribus, pour la beauté, il était très joli qu'il y ait la femme qui avait le dents aiguisées. Je pense même chez nous, au niveau du Kasaï, dans l'espace Lunda, on le faisait aussi. Bon, ce sont des choses qu'on ne va pas garder, c'est pas bon pour la santé, voilà, c'est néfaste pour la santé, ce sont des choses qu'il faut éliminer. Donc, on peut remodeler aussi sur la tradition des choses dont on n'avait pas vraiment la maîtrise, qui n'étaient pas nécessaires pour le bon fonctionnement d'une cité, d'une communauté. On peut les revoir. On peut les révolutionner aussi, au même titre qu'on révolutionne son environnement par rapport au bien-être médical, le déplacement, de l'apprentissage, de l'éducation, toutes ces choses-là. On peut les remonter aussi. Bon, maintenant, c'est lui qui a mis ça vraiment en musique, au sens réel du terme, c'est Armin Moller, qui est un Allemand aussi, qui a fait sa thèse de doctorat dont les thèmes étaient la révolution conservatrice dans la République de Weimar. Il a fait ça à Bâle, en Suisse, je pense dans toutes les années 25, 30 par là. Donc, et nous on tire ça en fait de ces études-là et tout ça, et puis on a assez ça, et beaucoup plus tard, je pense que les anciens ont entendu parler de ça, quand Ronald Reagan était aux responsabilités aux États-Unis et Thatcher en Angleterre, ils se sont érigés en révolutionnaires conservateurs. Et il y a maintenant des mouvements, des néoconservateurs et tout ça, et qui se parlent un peu partout. Moi, j'ai voulu voir un peu par rapport à la situation de la RDC, en me disant qu'effectivement nos entités précoloniales avaient une tradition très intéressante, avaient un potentiel important, avaient une philosophie importante. Tout ça qu'il fallait absolument réhabiliter, c'est cette révolution-là et cette conservation en même temps, bien que ces deux sont un peu antinomiques. Il y a un paradoxe entre révolution et conservation. Mais c'est ça l'idée. Elle est particulière, mais bon, la philosophie voit ce type d'idée. Eh bien, comment peut-on mettre en pratique ce que dit Ma Nation? Bon, Ma Nation, c'est un peu comme ceux qui lisent, qui sont un peu férus de la théologie, vous diront, c'est dans la suite logique des choses. Vous avez Ézéchiel et puis vous avez Amos dans la Bible. C'est-à-dire ce qu'on vous lance, bon, je dis ça en tant que profane de la théologie, je ne suis pas un théologien, juste par lecture propre. Ma Nation donne des principes. Des principes après avoir établi qu'il y a une nation. Et cette nation est érigée sur des piliers. Et ces piliers sont ceux-ci. D'accord? Maintenant, comment faire fonctionner ça donne l'idéologie la plus salvatrice pour cette nation. C'est ça, tous les principes sont posés, les cadres sont posés par Ma Nation. Et puis après, maintenant, il faut suivre avec d'autres textes pour la mise en œuvre. La mise en œuvre vient avec l'homme et la structure. De manière structurelle. C'est-à-dire que la structure et l'homme qui doit devoir gérer doivent avoir ses profils, ses comportements, ainsi de suite et tout ça. D'accord? Ça, c'est fait. Bon. Maintenant,
puisqu'il y a une sorte de faillite des anciens, quoi qu'il ne faut pas rejeter tous les anciens, alors on fait comment? Il faut aller puiser dans la jeunesse qui est encore pure, capable de pouvoir ériger une cité qui soit en harmonie avec ma nation et la mise en œuvre de l'homme et la structure. Et c'est ça la révolte métaphysique des jeunes Congolais qui se révoltent, mais ils ne se révoltent pas dans la démarche plutôt de la destruction, du vandalisme. Cette révolte, elle est métaphysique parce qu'elle est raisonnable. C'est-à-dire que la raison me conduit à pouvoir agir autrement. L'acte que je pose est révolutionnaire dans la mesure où il est en contradiction totale avec ce qui a été posé comme acte avant, qui n'était pas raisonnable. Tous les actes non raisonnables ne sont pas valables aux yeux du révolutionnaire métaphysicien. Les révolutionnaires métaphysiciens n'agissent qu'en fonction de la raison. Une chose qui n'est pas raisonnable ne lui est pas applicable. Sinon, il tombe dans les groupes des vandales, des destructeurs, de tous ceux qui participent au slogan de la rue, à la dictature de la rue. Et d'ailleurs, les révolutionnaires métaphysiciens ne se soumettent pas à la dictature de la rue, n'acceptent pas, ne se soumettent pas à l'opinion publique. Ils ne se soumettent qu'à une et une seule chose, la droite vérité et la raison. C'est ça la différence. On ne peut pas atteindre la perfection si on va dans ce sens-là. Je sais que tout le monde ne peut pas être emballé, mais si on essayait d'appliquer les fûts que les 1/3 de la révolte métaphysique, ces pays peuvent s'en sortir. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avons ici Maître Guillaume Manjolo-Pelpin, il est ministre de la coopération internationale, intégration régionale ainsi que de la francophonie. Il est aussi penseur, essayiste en philosophie. Maître Guillaume Manjolo, dites-nous, vous étiez très agressif dans ma nation. Vous pouvez nous dire de pourquoi, quelle période avez-vous traversé en ces moments-là? Ouais, mais bon, c'est pas l'agressivité. Ce n'est pas moi l'agressivité. L'agression ne vient pas de moi. Je suis pas. C'est pas un caractère que j'incarne. Il y a des combats nobles. Il y a des colères saines. C'était une colère saine qui présentait au monde quelque chose qui était particulière. On nous a dénié la qualité d'homme. Vous savez, quand vous êtes en Occident, que vous y vivez, que vous grandissez en Occident, que vous êtes considéré comme un sous-humain, et vous le sentez dans les regards, dans l'attitude de tous ceux qui sont autour de vous. Vous vous posez des questions. Ce sont ces questions-là qui ont conduit à pouvoir dire qui je suis, en fait. Les connaître toi-même est devenu une sorte de rappel sans cesse de m'expliquer pourquoi est-ce que ça doit être ainsi. Alors, je suis parti dans l'histoire pour vérifier, aller puiser le matériau nécessaire à la compréhension. Et finalement, ça aboutit à ma nation. Il n'y a pas de révolte, il y a juste un questionnement sur l'être et ses origines. L'appartenance à une terre qui me donne cette nationalité, parce que si on n'a pas de terre, on n'est rien. D'où la terre est sacrée. C'est pour ça aussi que je n'arrête pas de demander aux uns et aux autres en disant si on pouvait faire un effort, parce que c'est tellement facile de s'attaquer à la RDC, aux institutions, à tout ce qui concerne la RDC. Et moi, j'ai fait le contraire. Si je suis le dernier homme à pouvoir encenser la RDC, peu importe les mal que la RDC couvre en elle, je pense qu'il doit y avoir une catégorie de gens dont la mission ne serait que de pouvoir encenser la RDC. Je suis incompétent pour m'attaquer à la RDC, à ses institutions, à son architecture. Ce qui va mal, je tente de le corriger à ma façon, déjà au départ de moi-même, par rapport à la position où je me trouve. Peu importe laquelle, que ce soit tout petit, tout grand, un peu plus haut, je dois avoir un comportement qui soit en adéquation avec ce que je dis. Ça sert déjà un pas d'avancer. Maintenant, j'ai vu les préfaciers de mon texte, qui était aussi mon maître en philosophie, puisqu'il a été mon professeur
en histoire des philo. Et il a été le doyen de la faculté de philo et lettres de Saint-Louis, où j'ai fait mon 3e cycle, Jean-Pierre Mandrin. On avait des débats sains, mais tranchés, sur l'origine des souffrances de la RDC. Parce que comme c'était aussi un fils des colons, ce qui fait que je lui ai donné l'autorité de préfacer mon texte. C'est pour ça qu'on voit déjà que bon, la manière dont les choses sont présentées, et j'entends aussi M. Keynes, dans son texte, quand il fait la critique de mes livres, il dit l'agressivité et tout ça, très bien, mais en même temps, lorsqu'on a un pays qui a perdu la moitié de sa population en moins de 25 ans, entre 1883 et 1908, passer de 25 millions d'habitants à 12 millions, et que le monde puisse se perdre autour de ça, quand on a encore les souffrances de la partie Est, où aujourd'hui on dénombre au-delà de 6 millions de pertes en vie humaine, de la guerre, des maladies, des déplacements, toutes ces choses-là. Bon, il me semble quand même qu'on a droit de pouvoir se poser certaines questions et les dire peut-être avec un peu plus d'enthousiasme ou un peu trop de mouvement de cœur. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire, mais ce n'est pas l'agressivité au sens brutal du terme. C'est cette agressivité qui est plutôt saine, qui est liée à une passion, et cette passion heureuse par rapport à un pays. C'est-à-dire ces spleens endurés, ces souffrances endurées. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir exprimer ça autrement que par des mots aussi chocs? Vous savez, je suis quelque part un Nietzschéen et je travaille au marteau. Il y a des choses qui doivent se travailler au marteau. Et ce texte a été travaillé, ma nation a été travaillée au marteau. Excellence, expliquez-nous un peu l'âme et l'esprit du peuple congolais. C'est quoi? Ah oui, mais c'est ce qui fonde, c'est ce qui fait en fait la beauté de la définition d'une nation. La nation a des piliers, dont notamment la cosmogonie commune, un Dieu commun, une histoire commune, l'espace commun, des souffrances communes, mais surtout ce qui précède la nation et qui précède l'état actuel, hein, l'état dans lequel nous nous trouvons, qui est de la configuration de 1885 et puis suivi de 1960. C'est l'âme et l'esprit d'un peuple, ce que les Allemands appellent le Volksseele et le Volksgeist. C'est ce qui fonde, qui crée au fait la nation. C'est-à-dire que ce qui est en vous, qui fait de vous être humain appartenant à une communauté, lié à la langue, au conte, à l'alimentation, à l'environnement. Il y a tellement une sorte d'imbrication d'éléments qui fondent l'âme et l'esprit d'un peuple, qui précède la nation et l'État, mais qui est un pilier de la nation, mais très souvent pas les piliers de l'État. Parce que l'État, après, les gens deviennent congolais parce que, bon, ils sont nés là. Donc ça, c'est autre chose. Mais cette communauté particulière, et on les ressent un peu partout dans les plus de 420 peuples congolais. Quand vous arrivez dans un groupe, une communauté congolaise, des souches, qui est collée à une terre, à un lac, à une rivière, on sent cette puissance de l'âme et de l'esprit. Il est difficile de mettre ça par écrit, mais j'essaie de vous expliquer. On les sent plus qu'on les dit utilement. Ce qui fait que c'est quasiment impossible de démembrer la RDC. C'est quasiment impossible. Je m'en souviens encore, à Bruxelles, lorsqu'il y a eu l'histoire de l'entrée de CNDP, ou de un peu trop, je ne sais plus quel groupe, non, CNDP. Première incursion à Goma, ils voulaient prendre Goma. Mais les mouvements qui s'élevaient à travers toute l'Europe contre ça, et les mouvements congolais contre ça, c'était énorme. Donc, les autorités belges notamment ont tremblé du fait que les Congolais, dans un mouvement, ce qu'on appelle les tutti unisono, s'est lancé dans la rue pour dire non, ça passera pas. C'était extraordinaire. Et finalement, ils ont
ils sont mis en devoir diplomatique de pouvoir régler les choses, parce que ça ne se fasse pas. Voyez-vous, et c'est revenu encore maintenant, c'est vraiment profond, c'est ancré en nous, c'est ça l'âme et l'esprit de la RDC. Ça, c'est juste l'aperçu de l'âme et l'esprit de la RDC. Et c'est capital. Et la volonté de puissance, ça veut dire quoi? Ah, la volonté de puissance, c'est cette volonté qui est dans chaque être vivant. C'est-à-dire, si une illustration parfaite, c'est celle que vous voyez sur les pavés ou le macadam. Vous voyez de temps en temps poindre du pavé ou du macadam de l'herbe qui sort. Pourtant, c'est le macadam. Cette volonté de vivre et de dominer. L'explication la meilleure a été donnée par Nietzsche dans un des textes quand il apprécie regarder la situation d'une plante qu'on trouve maintenant chez nous, il y en a beaucoup chez nous, mais en Indonésie. Les Cipomatador. Les Cipomatador, c'est cette plante qui se nourrit autour d'une autre plante. Vous voyez, ça peut, ce sont des sortes de lianes qui enveloppent complètement un arbre, qui se nourrit aux dépens de cet arbre et qui monte jusqu'au-dessus pour attraper la lumière. Et des fois, ça tue l'arbre complètement. C'est donc cette volonté de puissance au dépens d'autres situations, mais pour soi-même. Un pays ne peut fonctionner utilement lorsque les institutions sont érigées en volonté de puissance. Je suis pour la volonté de puissance. Et la RDC, un pays comme le nôtre, a l'obligation d'être sans cesse sur la volonté de puissance. Un pays qui est appelé par beaucoup à disparaître, un pays dont la plupart des gens souhaiteraient le dépècement pour pouvoir, ou le morcellement pour s'accaparer des petits mots, à chacun de sa portion, ces pays-là méritent que ces enfants puissent les comprendre, au lieu de se combattre entre eux, qui s'unissent pour cette volonté de puissance et de domination. On a peur des pays qui veulent dominer les autres. On n'a pas peur des pays pacifiques. Voyez-vous? C'est-à-dire que, bon, globalement, la RDC n'a pas besoin d'aller occuper les autres terres. On a suffisamment ce qui est nécessaire chez nous. Mais pour que les gens n'entrent pas chez nous, il faut qu'on développe suffisamment la volonté de puissance, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas entrer dans notre espace. Cette volonté de vivre, et de dominer notre espace, de maîtriser notre espace, empêchera aux autres de venir. Je suis content qu'actuellement, nous sommes déjà la 8e armée d'Afrique. Il faut qu'on devienne la première armée d'Afrique. Et pourquoi pas parmi les 3-4 premières armées du monde. On a tout ce qu'il faut sur place ici. Il suffit d'implanter les centres de recherche qui est fondamental pour qu'on transforme en matière première, qu'on soit en mesure de fabriquer nos armes. On a tout ce qu'il faut. Nous sommes la réserve mondiale du cobalt par rapport à la transition énergétique, ce qui fait que nous sommes numéro 1. On est numéro 1 dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, au niveau africain, on va se trouver numéro 2, numéro 3 derrière le Nigeria en termes de population jeune, très jeune. Un pays comme ça doit être la locomotive parmi les locomotives du monde, pas de l'Afrique, du monde. Et ça n'est possible que si on développe la volonté de puissance. Pas si on est là, c'est à pleurnicher, tellement fait ceci. C'est comme un grand gaillard qui est dans une cour de récréation, qui pleure quand les petits viennent un peu le pincer. Bon, non, c'est pas ça la RDC. Ça doit être autre chose. C'est pour ça que j'ai difficile à être dans la pleurniche, excusez le terme. Je suis plutôt dans ceux qui disent, voilà, on doit se lever, marcher. Marcher comme ces jeunes gens dans les textes, la voie métaphysique, qui font la révolution métaphysique profonde et utile à la santé de la nation. La nation qui a cette vocation à la puissance a atteint ce qu'on appelle la grande santé. Pouvons-nous espérer un jour atteindre la grande santé? J'y crois. J'y crois en cette jeunesse. Il suffit juste de nous donner le matériau d'apprentissage et de mise en œuvre pour atteindre la grande santé. Nietzsche. Maître Guillaume Manjolo, dites-nous quel message
fort que vous voulez faire passer dans l'homme et sa structure? C'est les types de structures qui soient valables pour notre fonctionnement. Nous avons adopté des modèles qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que nous sommes. Je propose des modèles qui nécessitent des grandes réformes. Prenez l'exemple des élections, des provinces, toutes ces choses-là, tout ça. Quand vous regardez très bien, ce n'est pas opérationnel. Alors que vous avez, chez nous, dans l'espace Lunda par exemple, vous avez une soumission, ou une allégeance plutôt, une allégeance à tous les princes et aux rois de l'espace, y compris pour des gens qui sont dans les pays voisins, qui sont en Angola, qui sont en Zambie, qui viennent et qui reconnaissent l'autorité, quasiment des droits divins, des princes et des rois, qui sont en RDC. C'est dire la puissance de ce que nous sommes réellement. Alors tout ce qui est imposé par la nouvelle architecture occidentale n'est pas très opérationnel. Alors on doit se poser des questions. Sommes-nous en train de singer pour singer ou sommes-nous en mesure de proposer notre modèle à nous? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas d'autre modèle? Parce que ça existait. Nous avions des modèles avant que les Occidentaux ne s'installent. Nous avions déjà des modèles. Pourquoi est-ce qu'on a rejeté nos modèles? Parce qu'on nous a imposé d'autres modèles. Je ne dis pas que tout ce qui est Occident est mauvais, mais simplement, répétons-nous pas faire une sorte d'acculturation. Les prélèvements, c'est ce qui marche chez eux, et voir ce que nous sommes réellement dans le cadre de cette révolution conservatrice, de sorte à faire une société qui soit la photographie de ce que nous sommes, ou les miroirs, notre propre reflet. Et regardez, nous sommes là en train de faire une interview en français. La langue qui est utilisée dans l'administration, c'est le français. Et on n'a pas encore ouvert des chaires de nos langues dans nos universités, alors que nous sommes outillés aujourd'hui. Pourquoi on ne le fait pas? Je sais que la plupart des gens, même ceux qui sont en administration, rêvent dans la langue locale. Donc, ce qui fait que les passages entre la langue locale et le français est difficile, ce qui fait que des fois, on traduit mal ce qu'on pense, parce qu'on ne sait pas le traduire utilement dans la langue française, parce que ce n'est pas sa langue des rêves. On rêve en lingala et on traduit en français. Ce n'est pas forcément évident. Et si on pouvait rêver en lingala et traduire en lingala directement, et faire les mathématiques en lingala, donc ça serait un peu plus facile. Quand on parle du principe de toute façon, les mathématiques sont africaines, donc voilà, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en considération. Eh bien, maître, dans le ventre du désespoir est sans aucun doute l'un de vos ouvrages le plus personnel, sans nécessairement être autobiographique. En quoi est-il personnel? Je ne pense pas qu'il est personnel. Ça, c'est... Vous êtes en train de pouvoir reprendre la position d'Éric Kenès. Non, ce n'est pas personnel, c'est une réflexion. Si on dit que c'est personnel, alors tous les textes de Dostoïevski sont personnels. J'ai beaucoup aimé la référence sans cesse de Nietzsche à Dostoïevski qui disait que Dostoïevski n'a pas fait la formation de psychologue. C'était un ingénieur à la base, comme moi je suis juriste. D'ailleurs, Éric Kenès me se pose la question pourquoi est-ce que je ne parle jamais en tant que juriste? Je parle tout le temps en philopolitique. Il y a des gens qui ont un certain don, notamment celui d'évaluer l'âme humaine, d'avoir accès à l'âme humaine. Et j'ai peut-être cette facilité-là de comprendre comment est-ce que l'humain fonctionne, comment il organise son existence, et quels sont les éléments, les maladies qui concourent à perturber son âme, son évolution. Quels sont les éléments qui lui permettent de pouvoir s'en sortir? Toutes ces choses-là, j'ai passé toute ma jeunesse à pouvoir me poser des questions. C'est tellement complexe. Mais je commence à trouver quelques clés d'accès à l'humain. D'où, lorsque quelqu'un m'insulte ou m'attaque, c'est difficile à répondre. Et bizarrement, ayant difficile à répondre aux attaques outrancières, par exemple, c'était pas parce que j'avais lu un livre qui me disait ça, mais finalement j'ai lu un livre qui me disait ça. Avant je le faisais tout naturellement parce que j'estimais que je n'avais pas besoin de faire ça. Et un jour j'ai lu Marc Aurèle, qui est un empereur romain.
les pensées pour moi. C'est les pensées pour moi-même. Il a écrit un texte pour lui. Dans ce texte, il dit, vous allez vous lever un matin, vous tomberez sur quelqu'un qui est mal poli, qui va vous pourrir la journée, un qui va vous insulter, un qui va vous traiter comme ça et tout ça. Ces gens-là ne font pas la différence entre les beaux et les laids. Il faut le comprendre. Ils ne sont pas suffisamment outillés pour le faire. Ne les condamnez pas. Ils sont limités. Vous qui avez l'avantage de comprendre c'est quoi le lait, c'est quoi les beaux, faites en sorte que toute votre journée soit juste arrimée au beau et éloignée du lait. Les laits, c'est notamment insulter les gens, faire des bagarres, créer des problèmes. Ça, c'est le lait. Mais il faut avoir conscience de ça. Vous, votre disposition naturelle vous a mis dans une position telle que vous avez accès à cette possibilité-là de faire la différence entre le beau et le lait. N'allez pas avec eux dans les égouts du lait. Parce que le lait vient des égouts, c'est le caniveau. On vous fait on vous insulte, votre maman, votre papa, vous, votre faciès et tout ça. Vous les suivez là-dedans parce qu'ils travaillent dans les égouts. C'est un travail de caniveau. Vous avez la chance de faire la différence entre les beaux et le lait. Profitez-en. Ne lâchez rien. Donc il n'y a rien de personnel là-dedans. Il y a simplement une lecture un peu plus affinée de la nature humaine qui fait que, bon voilà, quand vous regardez les textes lui-même, c'est un gars qui s'appelle Tsuya, qui perd ses parents sont très pauvres, et finalement qui grandit et qui est élevé par son oncle, et qui raconte l'histoire qui se passe autour de son oncle, et aligné appliqué au cas d'espèce Manjolo. Bon, je ne suis pas né des parents pauvres, ils ne sont pas morts tous les deux au même endroit, je n'ai pas été élevé par mon oncle. Qu'y a-t-il d'autobiographique ou des personnels là-dedans? Il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est l'esprit d'un artiste, d'un artisan. Il paraît que je suis un artisan, un artiste, du domaine différent. Parce que bon, quand on dit artiste, artisan, souvent on parle dans le domaine du théâtre ou de la musique. Il y a un domaine différent, c'est ces artistes en altitude. Donc c'est un peu un de mes maîtres, Nietzsche, qui dit voilà, nous on a un travail différent, on travaille en altitude, on est niché comme les aigles, tout en haut là-bas et tout ça, on regarde en bas, et il faut avoir les poumons soumis d'acier pour respirer l'air qui est très rare au-dessus, parce qu'il n'y a pas d'air là-dessus. C'est-à-dire que la pensée, la réflexion, c'est ça, c'est un art à part, c'est un art supérieur. C'est ce qu'on appelle l'art majeur. Hein. D'ailleurs, d'où l'appellation de cette association de l'art majeur que j'avais créée à l'époque. C'est par rapport à ça. Donc sortez de là, lisez les livres. Ces livres s'appliquent à tout le monde quelque part. Donc ça peut s'appliquer à moi sur certains passages, mais fondamentalement, c'est juste une pensée qui est élaborée autour de l'âme humaine, simplement. Eh bien, dans vos deux premiers ouvrages, vous parlez souvent de Tsuya. Et les deux derniers, vous parlez maintenant de Mutumbu. Pourquoi ces passages de Tsuya? C'est des personnages qu'on crée, qu'un auteur crée en fonction des besoins, de la construction d'un texte. Un texte qui est travaillé dans les vents du désespoir. Tsuya, ça veut dire le feu, et il a un tempérament de feu. Ça se compose, en fait, c'est des matériaux qui s'appliquent à l'exercice des styles que je mets en place par rapport à la présentation d'une pensée. Et quand je parle de Wabiya, c'est une aussi appellation. Tout ça sont les notions ou les noms qui viennent de chez moi, des Walois. Et donc quelqu'un de mauvais ou qui veut changer, qui veut se modifier, voilà. Il y a une explication derrière ça par rapport au nom lui-même, mais le nom est collé à la trame, à l'exercice des styles et la profondeur de ce qui est dit dans le texte. Mutumbu, j'expliquais dès le départ ici que c'était la sagesse, ce sont les sages, et puis on peut dire aussi les riches, mais ici Mutumbu prend une dimension un peu plus
supérieur, j'allais dire mystique, mais en RDC on dit mystique, ça va tomber déjà dans le travers de choses un peu bizarres. Je m'en souviens quand je parlais que j'étais des Ararostres, et puis c'était carrément une secte. Bon, c'est un peu difficile à comprendre, mais ce sont des pensées philosophiques qui n'ont rien à voir avec les obédiences occultes et tout ça, c'est juste la pensée qui est au grand jour. Et il n'y a pas d'église, il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'endroit où les gens se cachent, soit pour aller mettre des toges et tout ça, non, ça n'existe pas. C'est juste être face à soi-même et réfléchir, penser pour sa société, sans pourtant adhérer à quoi que ce soit. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, maître, dans tous vos ouvrages, vous parlez toujours de conflits. D'où viennent ces conflits? Mais le monde est conflit. La nature humaine est conflit. D'où les yin et les yang, les bons et les mauvais, les côtés sombres, les côtés clairs, tout ça. C'est ça la vie humaine. Maintenant, il faut savoir gérer ça. D'où je disais, quand je parlais des pensées de Marc Aurèle, j'ai insisté sur la nécessité de pouvoir faire la part des choses entre le lait et les peaux. Hein? Le manichéisme est naturel, mais simplement, c'est ce qui crée les conflits d'ailleurs. Les oppositions créent les conflits. Mais il y a des belles oppositions aussi, des bons conflits, des conflits nécessaires qui permettent de pouvoir propulser la pensée et rendre harmonieux la vie dans une société. D'où, dans un de ses textes, Nietzsche dit que la contradiction, je dis ça dans la structure, la contradiction est un signe de votre culture. C'est aussi un conflit, non? On se contredit, c'est une sorte de conflit. Mais c'est un conflit élaboré pour les gens qui ont la maîtrise de la sagesse, la raison, qui sont éclairés. Cette puissance illuminatrice de la raison se trouve dans la contradiction. Donc, c'est un signe de haute culture. Il dit, quand on est chef, et je dis ça dans la structure, un homme qui commande, qui gouverne, qui pilote un ministère, doit accepter la contradiction. Il doit même la susciter. C'est un signe de haute culture. Mais si ça se répand maintenant en bêtises, en déchirement définitif, ce n'est pas forcément la bonne contradiction et le bon conflit. C'est juste pour rehausser l'âme humaine et faire sortir les meilleures idées qui résistent à tout, qui résistent à la déconstruction selon Derrida et qu'on peut mettre en valeur à tout moment. Eh bien, maître, aujourd'hui vous êtes ministre. En même temps, vous continuez toujours à œuvrer dans la littérature. Comment arrivez-vous à gérer tout cela? Ma vie, ma respiration, mon être et la pensée. Je suis un artisan. Quand madame l'a dit un jour, j'étais surpris. Eric Enes l'a écrit, je suis autant surpris. J'ai croisé Lika Mokolo qui me l'a dit, j'étais surpris. J'ai mon ami président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, qui me l'a dit, je suis surpris. Beaucoup de gens me disent, je suis surpris, toujours. Je ne suis pas suffisamment convaincu. Mais en même temps, je sais que vous m'enlevez la pensée, l'écriture, la littérature, la philosophie. Je suis mort. Je n'existe que parce que je pense, je construis ma pensée. Mais maintenant, dans la société, je participe avec un autre sacerdoce, qui est celui de la gestion politique. J'ai fait mes preuves dans le domaine politique en termes d'accompagnement des plus grands que moi, jusqu'à ce que j'atteigne des niveaux où on dit, voilà, il a les compétences aussi pour gérer aujourd'hui, qu'on me confie, ce qu'on m'a confié aujourd'hui, par le président Kabila, à la suite de la proposition du ministre Mochibanda, et enfin avec l'acceptation du président en fonction chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Donc tout le monde a compris qu'effectivement j'avais une capacité de pouvoir gérer une administration, parce que j'avais un parcours qui me permettait. Mais en dehors de ça, ma respiration reste la philosophie, la pensée. Comme tout artiste, même quand il sort, je parle d'artiste musicien, n'importe où, il s'y flotte parce que c'est sa vie, il a besoin de ça. J'ai connu Papa Wemba qui composait des chansons à tout moment, il était avec vous, tout le temps il était distrait, il partait dans sa pensée, il fallait écrire une chanson. J'ai connu Emeléa, c'était la même chose. Je connais
Jean Goubal fonctionne comme ça, et le Karmapa, qui est un ami aussi, comme Jean Goubal, fonctionne comme ça. C'est comme un artiste peintre qui, chaque fois qu'il est dans un endroit, a besoin de peindre, il mange, il boit, il fait autre chose dans la vie, mais il a besoin de faire ça. Et c'est ça, en fait. Je suis fondamentalement ancré dans la pensée de la philosophie. Et comme tout artisan, je ne peux pas ne pas respirer. C'est ma respiration. Eh bien, une dernière question, Maître Majolo. Dans les années passées, vous teniez tellement à gérer le ministère de la Culture. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'en pensez-vous à cela? Bon, ça n'a pas toujours ce qu'on veut. Il est vrai que dans les discussions, il s'est avéré que mon profil par rapport à mon parcours correspondait plus au ministère de la Coopération parce que j'avais œuvré dans ce ministère aux côtés d'un grand ministre, Raymond Tshibanda pour ne pas le citer, pendant quasiment 10 ans ou un peu plus. Et qu'entre-temps, j'ai été le point focal national d'intégration régionale pendant toute cette période-là. Et qu'entre-temps, j'enseigne à l'ENA, l'École nationale d'administration, l'intégration. Ce qui fait que l'un dans l'autre, ça a été mis en valeur en disant voilà, donc, et puis c'est un domaine très très stratégique. Il y a là-dedans la gestion de conflits, c'est très délicat, les groupes armés, tout ça. J'ai participé à tellement des réunions et je sais comment fonctionne la région autour de nous. Et l'intégration même stricte, je sais comment ça fonctionne, que ce soit le mécanisme et tout ça, que ce soit au niveau de la SADC, du commercial, de la CEC, l'Union africaine, Golfe de Guinée, CIRGL, toutes ces structures qui participent à l'intégration, je connais par cœur. Bon. Et la coopération internationale, hein, avec les rapports avec l'Occident, avec l'Orient, avec l'Amérique, j'ai géré ça pendant des années. Donc, ce qui fait qu'on me donne ça comme un expert à qui on donne pour continuer un travail qu'il connaît déjà et voir quelles étaient les failles en tant qu'expert, maintenant qu'il est décideur, comment est-ce qu'il peut fonctionner. Donc, c'est un peu justifié. Bon, maintenant la culture, vous savez que chez nous, on ne lit pas. Bon, j'ai écrit des textes qui sont enseignés partout, sauf chez nous. J'ai écrit des textes dont les grands philosophes dans le monde font des textes dessus. Commentent et font des analyses dessus, sauf chez nous. Tout dernièrement, c'est vrai, avec Kamana, bon, ça commence à prendre, mais on ne le savait pas. Donc, je n'ai pas été connu en RDC comme étant quelqu'un qui était dans la pensée, j'ai été connu comme quelqu'un qui était plutôt dans ce domaine de la diplomatie au développement, en gros, ce qui fait que bon, c'était tout naturel qu'on m'ait donné, ça, on dit par là, c'est l'enfant maison, c'est le fils maison, il revient à la maison pour faire le travail qu'il connaît déjà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'était justifié cette approche-là, parce que dans la balance, il y avait plus de l'intégration, de la coopération, de la gestion de conflits, que des livres et de la pensée. Et par conséquent, je ne pouvais pas aller du côté culturel. C'était une impression. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Eh bien, voilà, tout est bien, qui finit bien. Je vous rappelle que nous avons ici dans ces magazines Maître Guillaume Majolo. Il est le ministre de la Coopération internationale, de l'intégration régionale, francophonie. Il est aussi penseur et essayiste en philosophie. Maître Guillaume Majolo, merci d'avoir répondu à cette émission. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki.